Voilà. La vidéo réponse, oui. Dans cette vidéo, on va parler de l'aide médicale à mourir, aussi appelée euthanasie ou suicide assisté selon les modalités de la pratique. Mais comme on va pas rentrer dans les détails de ces modalités, je vais me contenter d'utiliser le terme aide médicale à mourir ou AMM. Cependant, gardez bien en tête que ce terme est largement débattu parce que, soyons honnêtes, on est bel et bien en train de parler d'euthanasie. Comme les 2/3 de mes vidéos, celle-ci a de grandes chances de se faire démonétiser, donc si vous appréciez mon travail... Ah non, soutenez ma chaîne à moi, hein. Non, pas, ouais, bref, faites ce que vous voulez. Je vous invite à me le dire avec de l'argent, via Patreon ou via Tipeee. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent déjà, parce que sans vous, il n'y aurait plus de vidéos depuis longtemps. Et puis, si vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez liker, partager, commenter, ça m'aide énormément. Oui, faites des dons. Oui, Daimon, t'as raison de dire ça, parce que vous savez, Daimon, lui, il est millionnaire. Moi, j'ai vu, Daimon, il a une barre de dons, et en plus, il arnaque les gens, parce que, par exemple, il fait 2000 € en un mois, et la barre de dons, elle est pas finie, et il la renouvelle, ça. Il annule tous vos dons pour faire comme si vous avez rien donné tous les mois. C'est vraiment une grosse arnaque. Merci à tous. Ça fait rire de tout déformer. Tous ces très bons visionnages. Sur la fin de vie, on a tous l'impression... Oui, en plus, il a touché des millions avec son procès. D'avoir une opinion très arrêtée. Mais c'est pas un sujet qu'on prend plaisir à discuter entre amis et encore moins en famille. Du coup, c'est possible que vous sachiez pas comment défendre votre avis une fois que vous vous êtes déclaré plutôt pour ou plutôt contre. Et c'est d'autant plus normal que le débat est très polarisé. D'un côté, on a généralement les progressistes. Oh, le vieux avec un masque, c'est bizarre, hein. Personnes qui défendent la liberté de choix et qui sont plutôt pour. C'est le cas des partis politiques allant de la France Insoumise jusqu'à certains républicains. Et de l'autre, on a ceux qui sont opposés à la loi. Et ça comprend le Rassemblement National, avec Marine Le Pen qui s'est exprimée contre le projet, mais aussi les évêques, les archevêques de France et les associations familiales catholiques. Les mêmes associations qui organisent la manif pour tous et qui luttent contre l'avortement. Alors, ça me rappelle là, c'est l'affaire qui avait fait un peu jurisprudence là, où il y avait une famille catho qui voulait pas que son fils meure et le mec était en état végétatif depuis 7 ou 8 ans. Je crois qu'il y avait un conflit avec son épouse qui était en mode mais pitié, laissez-le partir, et la famille voulait pas. Je me souviens qu'il y avait un truc comme ça là, qui justement avait fait un peu ressortir le sujet. Vincent Lambert, voilà, c'est ça. Dans le débat, on n'a pas envie de se retrouver du côté des Christine Boutin catho-tradis. Et d'autant moins si on est de gauche. Parce qu'en principe, on est pour... Ouais, c'était un peu triste, parce que ce mec, Vincent Lambert, là, il avait dit à sa compagne qu'il voulait partir si jamais c'était le cas. Ouais, elle voulait appliquer ses volontés. Mais sa famille a refusé, elle a fait blocus. C'est ça l'histoire, je crois. Ouverture des droits, pour la liberté de choix. Donc instinctivement, on va être plutôt favorable au projet de loi sur la fin de vie. Et on va y être d'autant plus favorable que les personnes qui veulent y recourir, ce sont des gens qui ont des histoires, des visages, des familles. Et leurs parcours sont parfois très douloureux, oui, comme celui de Noël, atteint de la maladie de Charcot et qu'on a vu sur Combini. En fait, moi, je pense qu'on va finir par vivre dans un monde où les gens un peu pauvres, on va leur proposer l'euthanasie, et les gens un peu plus riches, on va leur proposer la cryogénisation. Voilà, c'est... Vous voulez partir le plus vite possible parce que vous n'en pouvez plus. Qu'il est prisonnier de son corps, il va rien faire. T'as envisagé des solutions plus radicales De sauter, de se suicider. Et sa seule crainte, on en a encore reparlé juste avant d'avoir Claudette, c'était de se louper. Ah, il peut plus parler? Souffrir n'est pas une vie. Quand on se bat pour une maladie, on sait qu'il faut se battre pour guérir. Là, tu souffres, mais tu sais que tu souffriras encore plus, quoi. C'est ridicule. Et puis il a pas l'air vieux en plus. Hein. Il est pas vieux ce gars. La sensation de pas être écouté et entendu. Est-ce que vous voyez aller... Il est pas vieux, c'est juste qu'il a l'air atteint, du coup... Oui, il a un corps faible, quoi. Expliquer à Noël que demain ça ira mieux, malgré sa perspective d'une mort assurément lente et douloureuse? Non. Non, en tout cas, moi, je ne me vois pas faire ça. Mais vous remarquerez que là, on est très pris par notre empathie et on réfléchit pas trop au sujet. Oui, alors, je vois l'angle de Léo, mais c'est un angle hyper pertinent. C'est qu'en gros, simplement en amenant le sujet sur la table, on ne questionne pas qui on fait mourir. Qui a le corps cassé par le travail? Qui va faire appel à ces choses-là? Et pourquoi finalement on se retrouve avec des corps cassés comme ça? Et le travail, le salariat et tout ça. Oui, c'est ça son angle, je le vois direct, mais c'est un très bon angle, c'est bien.
tout cas vous, est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous vous êtes demandé quels sont les enjeux derrière la mort médicalement assistée? Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de loi sur la fin de vie? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de cette loi? Est-ce qu'on n'a pas déjà des dispositifs qui permettraient à des malades comme Noël de profiter de la vie jusqu'à ses derniers instants? Cette question était précisément celle à laquelle devait répondre la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a rendu son rapport en avril Encore une convention citoyenne 2023. Et les gens, c'est un peu contradictoire de dire ça, mais en termes de démocratie, c'est sous Macron qu'une des expériences les plus intéressantes du point de vue démocratique a pu s'opérer, comme la Convention citoyenne. Hein. C'est un peu bizarre de la part de Macron, comme move, parce que ça lui ressemble pas du coup. Mais il faut noter que c'est quand même intéressant du point de vue de la démocratie, tu vois. Moi, s'il y a une 6ème République, j'ai envie qu'il y ait des trucs citoyens comme ça. Pour rappel, une convention citoyenne... N'importe quoi, Moufette. Va bien te faire enculer l'État. Retourne jouer à LoL. Retourne gueuler avec Garen Top, là, parce que t'es bien nul à chier. Ce sont des citoyens de tout milieu, censés être représentés... Oui, après, ils s'en branlent. Bah oui, c'est pour ça qu'au final, ça n'a mené à rien. En fait, c'était presque un outil trop subversif pour lui-même. C'est ça qui est fou. Il a utilisé un outil qui était, en fait, prévisiblement, beaucoup trop subversif pour lui-même, en fait. Comment un bourgeois qui veut aller dans le sens ultralibéral de mettre des sous dans la poche des capitalistes peut se dire que faire des assemblées, des trucs citoyens comme ça, là, ça va aller dans son sens? Mais c'est pas possible. À moins de payer les chercheurs qui forment les gens à la question, c'est pas possible en fait. De la société française qui sont tirés au sort pour travailler sur un sujet. En l'occurrence, l'aide médicale à mourir. Vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière. À cette occasion, l'émission C'est ce soir avait reçu la sociologue Claire Toury, qui a encadré cette convention au nom du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est de se dire que... Les conventions citoyennes hommes de paille. Moi, je suis désolé, si Macron a fini par refuser quasiment tout ce que la Convention citoyenne sur le climat a pu démontrer et demander comme mesure, c'est bien que ça fonctionnait. Les gens. Vous contentez pas de dire « Oh là là, c'est de la merde » parce que de toute façon, c'est... Bref, mais non. Puisque Macron n'a pas pu concéder à ce qu'ils ont dit. C'est que ça a fonctionné. Que Macron pouvait pas. C'est pas un outil démocratique, t'es d'élu. Alors c'est quoi ça le chien ? Quand tu mets des citoyens dans une pièce et qui s'informent sur un sujet et qui décident de délibérer sur ce qu'il faudrait faire, t'appelles ça comment ? C'est un outil de fabrique du consentement. Ah ouais ? C'est bien ton outil de fabrique de consentement, sale chien, parce que c'est tellement un outil de fabrique du consentement que ça a bien marché pour Macron. Ça c'est bien ça, bravo hein. Il a bien fabriqué du consentement, hein. C'est bien ça. Après je vois un peu ton angle. Mais t'es un golemon de vouloir aller que dans cet angle-là. Tu te fais l'avocat du diable en fait, t'es une petite merde là. Réponds vocal. Là t'es une petite merde, vas-y, viens, moi je te défonce, Vas-y, viens, ouais. Allô ? Oui. La merde, les conventions citoyennes, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. C'est la démocratie. Mais c'est un outil de démocratie. Mais non, c'est pas un outil de démocratie, parce que déjà, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Est-ce que random pécor que tu prends citoyen de 15 à 65 ans, qu'est-ce qui se passe en fait ? Tu prends des gens random, tu prends des experts, au final, qui va décider, parce que qui va produire la connaissance qui permet de prendre la décision ? Les experts que tu mets. Bah oui. Donc à partir de ce moment-là, c'est potentiellement biaisé. Oui, on est d'accord. C'est un outil démocratique. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Non, mais attends. C'est un outil technocratique. Attends. C'est ce que j'ai dit. À moins de payer les experts, c'est un outil complètement golemon. Mais justement, je trouve que c'est bizarre que ça n'ait pas marché avec Macron, parce que quand bien même il pouvait avoir cette main mise sur les experts, apparemment ça n'a pas réussi, puisque ça n'aboutit pas du tout dans le sens qu'il voudrait. Mais en même temps, c'est compliqué de payer des experts qui vont être climato-sceptiques. Voilà, bah après le truc, c'est qu'en fait, les conventions citoyennes, comment il les utilise Macron ? Il dit, on va faire une convention citoyenne. Déjà, il utilise ça justement comme un outil tu dis c'est trop subversif, mais pas du tout, c'est pas subversif. Bah, ça oriente. En fait, non, il arrive, il dit, on va faire ça. Donc en fait, quand les gens lui disent, ah mais vous écoutez pas les gens, il dit, si, on fait la convention. Oui. Donc du coup, il canalise, si tu veux, toute la critique au travers de cette solution-là qu'il propose, mais qui est en fait une solution fallacieuse, puisque oui. Au final, ce que rend les conventions, genre sur le climat, il s'en bat les couilles, tu vois. Il fait ce qu'il veut en réalité. Et après, justement, il va même pouvoir dire, ah, on a repris 30 propositions de la convention. Alors tu sais, il y en a 450, oui. Il y en a genre 30 qui sont un peu anecdotiques. Oui, mais tout le monde est au courant qu'il a complètement balayé ça, sa com n'a pas fonctionné. Oui, mais pourquoi ? Parce que ça a backfire, tu vois. Bah oui. En fait, si tu veux,
ça backfire, mais pas parce que c'est trop subversif. Ça backfire parce qu'il a fait sur un sujet où c'est infaisable. Non, mais après, là où t'as raison. Il l'a pas fait que pour le climat, il l'a fait pour plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs où c'est passé crème, tu vois. Oui, mais là où t'as raison, c'est que avec un outil comme celui-ci, quand t'es Macron, tu peux vouloir faire une concession sur l'écologie et en même temps, en expert, t'invites des slip-pan, tu sais, des écolos en mode capitalisme vert, et tu essayes en fait de pousser l'opinion justement oui, tu peux encore plus baiser. Oui, tu peux encore plus baiser les gens. Oui, je suis d'accord. Tu fais une concession, mais tu les baises. Tu crées un compromis en fait. Oui, mais après ça, c'est quand t'as un rapport démocratique au pouvoir, tu vois. La vérité aussi, c'est que Macron prends a un risque autorité au pouvoir. Oui. S'en bat les couilles, tu vois. Oui. Et après, là où c'est pas des outils démocratiques, c'est que moi, je pense fondamentalement que la construction de ces trucs-là, souvent, en fait, l'encadrement, par exemple, tu vois, Gabi, il en a fait une de convention citoyenne à Nancy, et je lui ai dit, va faire, tu vois. Parce que ça va être intéressant que tu vois un peu le processus. Et en gros, comment ça se passait? Bah, déjà, qui organisait ça? C'était des Jean-Michel Sciences Politiques, tu vois. Genre, donc déjà, tu avais une association qui organisait ce truc-là. Ouais. Déjà, tu as une question de. Donc, tu as la mairie qui va en fait faire appel à l'association qui va organiser ce truc. Bon, pour le gouvernement, je suppose c'était un autre dispositif, mais tu as déjà la question de qui organise, qui est l'organisateur. Oui. Ensuite, tu as la question de quels experts t'invitent. Et en fait, aussi, il y a un ordre du jour. Quand tu décides pas de ton ordre du jour, c'est-à-dire qu'en fait, on te fait plancher sur des sujets, mais en fait, on tient toute l'orientation. C'est-à-dire qu'en fait, si on te dit, bah ok, on va te faire aborder le climat, mais en fait, par exemple, on va te le faire aborder sous l'angle de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Tu vois, en fait, on peut te diriger, et en fait, on peut du coup te mettre dans des cadres et dans des carcans, dans des façons de penser le sujet, qui sont en elles-mêmes déjà orientées, tu vois. Donc, oui, non mais en fait, c'est un outil de la baise. Ah, mais c'est un outil démocratique. Je suis d'accord avec toi, mais non, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je ne dirais pas que c'est un outil de la baise, je dirais que c'est un outil de la baise entre les mains d'un Macron. En fait, globalement, c'est un outil de la baise entre les mains de tout le monde. C'est juste que si c'est la gauche qui l'utilise, t'es content parce que. Voilà. Bah non, parce qu'avec certains garde-fous, tu pourrais améliorer le dispositif et faire en sorte que ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a que du rapport de force. Bah oui, mais le rapport de force, c'est un garde-fou. Hasta la révolution siempre. Mais non, mais justement, si tu crées un rapport de force où les conventionnés eux-mêmes peuvent faire un moyen de pression sur les experts qui sont invités, voire même les experts sont choisis au vote. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas la tyrannie des ploucs? Est-ce que c'est pas la tyrannie des idiots? Parce que par exemple, demain, si la majorité des Français devient platiste, ou par exemple, si t'as pas châté ton random, ton aléatoire et ton pool de gens, imagine que sur les 100 citoyens, pas de chance, il y en a 51 qui sont platistes. Tu fais quoi? Bah ouais, mais gros, s'il y avait pas une... C'est la démocratie. C'est la démocratie. Parce que s'il les y avait 51 pas... platistes de la Convention, on non mais attends, la terre était plate. Bah ouais, mais s'il y avait pas une haute autorité de santé, par exemple... Moi, je suis pour le RIC. La Macronie aurait voté la loi transphobe de LR. De quoi? Bah, s'il n'y avait pas une haute autorité de santé, la Macronie aurait voté la loi transphobe de LR, ça a fait avancer un oui, mais agenda. moi, je suis antidémocratique, moi, je suis pour la bonne technocratie. Moi, je suis pour les experts, moi. Ah ouais, toi, ouais. Et toi, c'est parce que t'as envie d'être un expert. Moi, j'aime bien les experts. Toi, t'as envie d'être l'expert. Série sur M6 à l'époque. Toi, t'as envie de te faire sucer, t'as des petites lunettes, t'as envie de... Non, mais en vrai, par exemple, même les experts, au final, tu vois, genre, t'as des experts qui peuvent dire A et B. En vrai, ça déplace le problème, mais ça le... Tu vois, par exemple, des économistes, t'as des consensus économiques autour de certaines théories économiques, et en fait, t'en as qui sont pas du tout consensuels en réalité, qu'on te présente comme consensuels, par exemple, dans les médias. Tu vois, t'as aussi ce truc-là. Donc, en fait, la vérité, c'est que tout revient à où est le rapport de force et où est la lutte, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Fondamentalement, par exemple, la haute autorité de santé, si ça se trouve, elle aurait très bien pu être composée de transphobes qui rendent des décisions contre le consensus scientifique en la matière sur la question de la transidentité. Et à partir de ce moment-là, le truc qui est un outil ponctuel pour, par exemple, nous, la gauche, dans cette situation-là, devient un ennemi, en fait. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit être contre les experts, tu vois. Oui, mais du coup, c'est comme le problème qu'ils ont actuellement avec la commission liée à la télévision, là. C'est que c'est cette situation inverse, où c'est noyauté par des gens qui, finalement, ne... Oui, l'ARCOM. Ouais, mais aussi parce que tu as des phénomènes structurels qui produisent des décisions. Ah oui, parce que c'est Macron qui les nomme.
Voilà. Mais Bah sauf oui. que par exemple, le Conseil constitutionnel, c'est le gouvernement, Macron, président du Sénat qui va nommer. Après, du coup, la question, c'est qui nomme les experts. Et donc, en fait, par exemple, Oui. pour une convention citoyenne, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est démocratique ou pas. La question, c'est qui nomme les experts. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, qui a le pouvoir, tu vois. Et donc, en fait, on revient juste à la question de quels sont les rapports de force en Oui, présence. oui, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, et moi, c'est pour ça, moi, faut. Imo, quand tu dis c'est démocratique, non, ça l'est pas. En fait, rien n'est démocratique. C'est une expérience beaucoup plus Et puis, démocratique est-ce que la, que ce et puis, que le est-ce que la système. démocratie. Et puis, moi, je trouve que tu as aussi une vision morale de la démocratie en mode c'est démocratique donc c'est bien. Non, ça peut être démocratique et de la merde. Tu vois, par exemple, si on faisait la démocratie en 1600, bah, la Terre était plate, tu vois. Je reprends cet exemple, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité n'a pas toujours raison, tu vois. Mhm. Et il y a par exemple la majorité, Ah, toi, par exemple, t'es sur le sujet, platonicien, quoi. aujourd'hui, par exemple, tu prends je sais pas, tu vois, tu prends le racisme en France. Toi, t'es pour le philosophe roi et t'as envie que ce soit Dany. Tu seras en mode mon patron, vous est porté sur le trône. Non. Un petit peu. Ça va prod, ça va prod pour moi. Ça va prendre tes PMP dans 5 ans, oui, oui. Mais voilà, bref, vas-y, je te laisse streamer. Ok, bah c'était intéressant, merci, en vrai. Non, mais Non, tu ça m'as m'a- fait réfléchir, c'est bien, bravo. J'ai juste eu envie d'être le fou du bus à 3h30 du matin. Non, mais c'était intéressant, en vrai. Non, vous faites, tu attends, vous faites. Bref. Oui, au revoir, l'État, au revoir. Non, mais en vrai, vraie question, hein. Vraie question, il a raison de... Il a raison, c'est vrai, ça me fait cogiter. Mais moi, je reste sur le truc que... Ok, bon, bah je change mon langage. Ce n'est pas un outil démocratique en tant que tel, dans le sens idéal de... Bref. C'est plus que, dans le contexte de Macron, avoir utilisé un outil démocratique comme celui-ci, c'est quand même fascinant par rapport à ce qu'est la Macronie, les 49.3, et etc., etc., etc. Oui, oui, c'est l'État, oui. Des gens qui ont des niveaux de diplôme très différents, des vies très différentes, enfin, qui ne seraient jamais amenés à se croiser autrement, arrivent à travailler pendant 4 mois, 9 sessions, 27 jours sur un sujet aussi compliqué. Et en même temps, moi, je crois que c'est typiquement pour ce genre de sujet que les conventions citoyennes sont Tu parfaites. dis ça, mais justement, Imo, c'est logique, c'est un outil de légitimation de sa politique. Bref, c'est juste ça a fail. Bah oui, mais non, en fait. Genre, je pense vraiment qu'il a voulu faire un compromis. Peut-être qu'il a voulu avoir des garde-fous pour pouvoir contrôler le truc. Mais le truc, en fait, le dispositif de base, c'est quasiment sûr que ça allait lui échapper des mains. Surtout sur la question du climat, tu peux pas trop orienter la question. À part si tu veux l'orienter vers un certain capitalisme vert, ce qui est une forme de concession. Mais tu peux pas, enfin globalement, tu vas te ramasser la gueule. Quand tu essayes de mettre de l'argent dans la poche des lobbyistes en permanence, bien sûr que tu vas te ramasser la gueule. C'était fascinant en fait, parce que Macron, il est pas bête, il est quand même stratège, donc c'est fascinant qu'il se trompe à ce point-là. Bref. Travailler pendant 4 mois, 9 sessions, 27 jours Bon allez, on se remet, là on parle de la mort assistée. Bref, mais c'était intéressant comme... sur un sujet aussi compliqué. Et en même temps, moi, je crois que c'est typiquement pour ce genre de Écoute pas Moufette, t'es beaucoup plus basé que lui. Les gens, l'étard, il est... Vous pouvez vous moquer de l'étard et tout ça, mais l'étard, c'est un bon challenger. Hein. Après, des fois, il dit des trucs, il est complètement fou. Il est complètement taré, des fois, là, Julien de Damso, mais bref. Mais c'est un challenger, il est bon. Hein. Pour ça, les gens, il n'est pas juste à sa voix prod pour se faire bully par Dany et faire des montages. Hein. Il est là parce qu'il a un cerveau. Respectez-le. Respectez l'étard. sujet que les conventions citoyennes sont parfaitement adaptées. Le rapport de la Convention fait presque 200 pages et sa conclusion, c'est que le cadre actuel français ne permet pas de répondre aux situations d'accompagnement de la fin de vie et que l'accès à l'aide médicale à mourir doit être ouvert. Concernant les formes d'accès à l'aide active à mourir, la Convention citoyenne a fait émerger une position majoritaire. Il est là pour prendre 3 quarts. Ah, mais si vous saviez, l'étard, il arrive en... Vous savez que l'étard, il avait un chauffeur. Il vient aux locaux, il a un chauffeur privé. Celle de la nécessité de mettre en place Alors que Cassandre et Wissam, ils viennent en vélo. suicide assisté et euthanasie, avec de nombreuses nuances, reflet de la complexité du sujet. Alors, ces nombreuses nuances dans la conclusion du rapport, elles sont importantes. Elles concernent notamment les conditions d'accès à l'aide médicale à mourir. Macron en a parlé récemment. Dans un entretien avec le journal La Croix du 10 mars dernier, il en a fait l'inventaire en présentant son projet de loi. Suivant les recommandations de la Convention, il a expliqué que pour accéder à l'aide médicale à mourir, le patient devra être majeur, Ok.
Capable d'un discernement plein et entier, ce qui exclut les personnes atteintes de maladies psychiatriques ou neurodégénératives, Oui, comme la maladie ça me fait peur. Antipsychiatrie, oui. d'Alzheimer, il faudra aussi que le patient soit atteint d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, et que celle-ci provoque des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires, Réfractaire, le canard réfractaire. c'est-à-dire que l'on ne peut pas soulager. Ok. De premier abord, ça fait sens. Et c'est normal parce que les conventions citoyennes font généralement du bon boulot. Mais malgré tout, il y a quand même plein de spécialistes de santé qui continuent de s'opposer au projet de loi. C'est le cas d'Alexis Burneau, qui était invité sur France Inter pendant les débats de l'année dernière. Lui, il est médecin en chef des soins palliatifs à l'Institut Curie, et écoutez bien, il n'est pas du tout convaincu qu'on ait besoin de cette loi. Ok, là, ouais, c'est intéressant de fou. En fait, ça nous gêne parce qu'au quotidien, mon quotidien, ce sont des gens qui nous demandent de les aider à vivre. Et donc, cette demande d'euthanasie, même si elle arrive, même si elle est parfois présente, elle est ultra minoritaire par rapport à ceux qui nous demandent de les aider à vivre. Alors, Oui, mais c'est pas un argument pour faire en sorte que dire que la loi est inutile. C'est comme dire les trans ils sont 1%, pourquoi on leur filerait de l'argent? Je suis pas convaincu. Par contre, moi, ce dont je me méfie, c'est la notion d'eugénisme libéral. Dans le sens où tu vas te retrouver avec des gens qui se posent la question de « Ah, je suis dans la merde, je suis en soins palliatifs, aidez-moi à vivre ». Et tu vas voir le médecin qui est en mode « Oui, mais vous pouvez choisir de mourir ». C'est un choix. Nous sommes dans une démocratie. Vous pouvez choisir de mourir. Vous êtes libre. Et je vous le propose. En fait, c'est ça. L'eugénisme libéral, les gens, si vous comprenez pas le principe, c'est comme avec l'avortement. Quand vous avez un bébé handicapé, ça veut dire qu'on va pas vous forcer d'avorter. Pas un eugénisme autoritaire. Par contre, la démocratie, ça mène à l'euthanasie. Ah, laisse-moi tranquille. Je parle de libéralisme, là. Ouais, je me suis peut-être trompé de mot, mais bref. Oui, c'est ça, c'est qu'on vous le propose. Mais en fait, dans le dispositif, rien que le fait de vous le proposer, c'est déjà vous orienter un petit peu. Hein. Et puis, ça dépend comment un médecin le formule. Hein. Des fois, un médecin, il va utiliser des mots ou des formules pour vous faire comprendre que c'est quand même peut-être le meilleur choix pour vous. Il vous le suggère. En fait, c'est comme un vendeur, quoi. Un vendeur, il vous dit pas d'acheter quelque chose, mais il vous explique pourquoi c'est quand même bien potentiellement d'acheter cette chose. Il peut trouver plein d'arguments pour pas vous forcer la main pour acheter. Mais il y a plein de techniques de vente pour faire en sorte que vous ayez envie d'acheter au bout du compte. Donc en fait, c'est ça le côté un peu dangereux. C'est que si une politique favorise quelque chose comme l'euthanasie, bah, il y a plein de techniques de vente de l'euthanasie pour un médecin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui a... L'eugénisme libéral, c'est un peu le danger, quoi. je suis d'accord avec lui, mais le projet de loi de Macron, techniquement, il s'adresse à des gens pour qui tout a déjà été tenté pour les aider à vivre, et dont la seule option restante, Oui, et puis le médecin, il a un rapport de force, c'est un rapport d'autorité, le rapport de la blouse blanche, quoi, tout simplement, socialement. de mourir. C'est de dire, attendez, permettez qu'il y ait l'offre de soins palliatifs, le soulagement des personnes, l'accès à ce qui permet de mieux vivre au quotidien avec de la qualité de vie et de l'autonomie à domicile. Dis-le, par pitié, dis-le, arrêtez de fermer des lits en soins palliatifs, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de cette loi? Avant. Moi, j'ai envie d'être d'accord s'il a envie de gueuler, par pitié, arrêtez de supprimer des lits, quoi. Dans ces cas-là, je suis totalement d'accord. Je suis en mode, ne faites pas passer ces lois, remettez des lits dans les soins palliatifs, pitié. Pour tout le monde, avant de pouvoir aller sur ce terrain-là. Ce qu'il relève là, c'est un point que souligne également la Convention citoyenne sur la fin de vie. Le rapport s'est dit favorable à l'évolution de la loi française, mais sous condition que cette évolution se fasse avec des mesures importantes dans l'accessibilité des soins palliatifs et du maintien de l'autonomie. Ah oui, parce que sinon, oui, c'est horrible. En fait, c'est tellement cynique. Je suis Macron. Vous avez supprimé des lits d'hôpital. Vous allez soigner dans de mauvaises conditions. La sécurité sociale, c'est ce dont ça vous donne accès. Par contre, vous pouvez mourir. Putain, mais en fait, on en arrive vraiment là, quoi. Quand on lit ça au délitement du service public en matière de soins, mais en fait, oui, on arrive vraiment à une proposition où Macron te propose un peu de mourir, quoi. Quand t'as un prolo qui mise sur la sécu sociale et la caisse d'assurance maladie pour te faire soigner, bon. Et c'est une chose sur laquelle la Convention citoyenne a beaucoup insisté. Les participants sont frappés par un constat. Le traitement de la douleur, l'accompagnement vers la mort ne sont pas à la hauteur des besoins faute de moyens. D'atelier en atelier, l'état des lieux est alarmant. Oui.
Mais quels sont les chiffres? Ça veut dire c'est qu'il manque 50 médecins ou il en manque Oh, il y a Usul 5000? Il manque une unité de soins palliatifs ou il en manque 10, 20, 30? Alors, vous entendez parler des soins palliatifs par-ci, soins palliatifs par-là, mais c'est quoi ces soins palliatifs et pourquoi est-ce que c'est important dans notre débat? Pour mieux comprendre ce que c'est, on peut écouter Claire Fourcade, présidente de la Société française de l'accompagnement et des soins palliatifs. Elle a participé à la Convention citoyenne et c'est à ce titre qu'elle était reçue sur France Inter. Un service de soins palliatifs, enfin en tout cas une équipe de soins palliatifs, c'est une équipe qui aide à vivre en situation d'incertitude. Ouais, c'est toujours un accompagnement pluridisciplinaire qui va permettre à la fois d'accompagner des douleurs physiques éventuelles, tous les symptômes que la maladie peut provoquer, mais aussi un accompagnement psychologique. Ah ouais, social, putain, quand tu passes tes journées dans une chambre comme ça, t'as besoin d'être diverti, quoi. Accompagnement social, la maladie a Mettez des clowns dans les soins palliatifs. Non, un impact sur la vie sociale et familiale. Et donc, c'est d'accompagner toutes ces dimensions de la souffrance liée à la maladie. Vous vous en doutez, ces soins... Moi, je pense qu'il faut un laitard. Il faut des laitards en soins palliatifs. Comme ça, il arrive dans la chambre et il dit « Alors, la démocratie actuelle, je n'ai pas exactement ce que vous pensez. » Il y a une discussion d'1 heure comme ça. Et ça te berce. Laitard, il te parle. T'es un peu énervé, mais ça te berce et tu t'endors. Ça demande du matériel, bien sûr, mais aussi des psys, des médecins spécialisés, et puis, plus globalement, toute une équipe de soignants présents pour accompagner le patient, et dans le meilleur des cas, à son domicile. Les équipes veillent avant tout à soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Comment accepter un cancer polymétastatique à seulement 47 ans? Oh putain. Difficile de rester seul. On a beau l'entourer Mon daron. et de tout l'amour qu'on Après, il avait pas 47 ans, il avait 60. peut, en fait, on n'est pas du corps médical et on a nos limites. Et ici, on a trouvé une vraie bienveillance. Assez jeune, hein, 47 ans, t'es arraché à une famille, t'as peut-être des enfants. Un vrai accompagnement. Le but, c'est vraiment de montrer au patient que chaque jour qui lui reste... Ah, mon père est pas mort, hein. Il a survécu à son double cancer. Hein. D'ailleurs, je rappelle, regardez, OMG. Je rappelle, hein, je vais le remontrer si les gens n'avaient pas vu. J'étais à une expo de mon père ce soir-là. Il m'a offert ça, il m'a offert 2 impressions. Alors celle-là, alors le chat était pas unanime. Hein. C'est de l'acrylique, mais les gens ils trouvaient ça moche. Et là, s'il a fait 3 concerts, c'est mieux. Ferme ta gueule. Pourquoi tu dis ça? Et après, regarde l'état. En vrai, concède. C'est quand même stylé. L'état. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es expert en art, toi qui as du très bon goût? C'est bien, non? Ah, il met des 3 petits points. Mais t'es une merde, l'état. Hotline Miami. Oui, c'est vrai. Mais mon père, il a jamais joué à un jeu de sa vie. Arrête de dire... Bref. C'est une coïncidence. Jamais l'état va valider ça. Ah, mais il m'énerve. J'aurais pas dû demander son avis. Vivre est important. Il a fait les beaux-arts. Non. Ah, quoique, je sais plus. Je sais plus ce qu'il a fait. Important pour lui, bien sûr, mais aussi pour son entourage et pour les soignants, parce que même dans la maladie, même dans la fin de vie, les moments qu'on vit ensemble sont précieux pour tout le monde. Moi, depuis que je suis là, c'est... Il est pas genre clown? Bah si. Il est aussi peintre. Ce que je revis, quoi. J'apprends enfin, je parle et puis je dis les choses que j'ai envie de dire vraiment. Donc ça m'a permis de m'ouvrir et puis avec des gens sympas. Bah ouais. Bah c'est pareil avec mon père, quoi. Ça l'a transformé. Le double cancer, ça a fait de lui quelqu'un d'autre. Mais une bonne personne dans le sens... ça l'a vraiment genre bonifié. Après, c'est parce qu'il a survécu, quoi. Il y en a d'autres qui survivent pas. Et c'est pour ça qu'il s'est remis à peindre et tout. Je vous jure, en fait, il s'est remis beaucoup à dessiner, à peindre durant son cancer. C'est pour ça que là, il fait ça. Et qui redonne goût à la vie, quoi. On se rend compte à quel point ces soins palliatifs changent radicalement le rapport que les patients ont à leur maladie, mais aussi à leur propre vie. Donc, quand la Convention citoyenne nous dit qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs en France et qu'il faut les renforcer, bah, faut prendre le problème au sérieux. Et on voit bien, effectivement... En fait, pour vous dire, mon père, à la base, c'est quelqu'un de colérique. Hein. Je me suis déjà bagarré avec lui. Des bagarres assez violentes, hein, quand j'étais jeune et tout. Mais ça l'a... En fait, ça a quasiment fait disparaître son côté colérique. Les seuls moments où il s'énerve, c'est quand il doit
il doit visser un truc pour un meuble Ikea et il s'énerve. Mais à part ça, il s'énerve plus en vrai. Ça l'a vraiment calmé là-dessus. Vraiment, il a changé de philosophie. Il est en mode, oh bon, c'est rien quoi. Pas besoin de s'énerver. Et c'est trop bien, il a changé là-dessus. À quel point il y a des inégalités très importantes d'accès aux soins. Actuellement, on considère que c'est 2/3 des patients qui auraient besoin d'être accompagnés par une équipe de soins palliatifs qui n'y ont pas accès. 2/3. Donc c'est énorme. 2/3. Et ces 2/3 de personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, ce sont nos grands-parents, nos parents, nos conjoints ou nos amis malades. Et on a tous envie de passer encore de précieux moments avec eux. C'est quand même perturbant de se dire qu'avant de pouvoir accéder aux soins dont ils ont besoin, on va leur proposer la mort médicalement assistée. Putain. Mais bon. Putain. Macron explosion. Cet argument, il peut facilement être évacué puisque Macron, dans son projet de loi sur la fin de vie, a annoncé un grand chantier sur les soins palliatifs. Toujours dans l'entretien avec le journal La Croix, il nous dit « J'insiste sur l'importance du chantier que nous allons déployer sur les soins palliatifs. » Soins palliatifs, ça veut dire que tu vas mourir? Non. Avant même Ça veut dire que tu as ton état vital qui est engagé. Mais ça veut pas te dire forcément ça. Bah non. Bah non, ça veut pas dire ça, vous êtes con ou quoi? Moi j'ai ma grand-mère là. Ma grand-mère elle est à l'hôpital actuellement. Ma grand-mère elle est venue pour faire un examen où on devait lui faire passer une caméra dans l'œsophage là. Et en fait, ils ont fait une connerie, vu qu'elle est vieille et que voilà, elle est fragile. Ils ont fait une hémorragie interne. Elle a dû se faire opérer d'urgence. À la sortie de l'opération, elle était en soins palliatifs. Ça veut pas dire qu'elle allait mourir. Là, elle va sortir lundi. Là, maintenant, elle est en maison de soins, là, je sais plus quoi. Mais les gens... Oui, il est con, oui. Et d'ailleurs, elle avait le seum. Hein. Après, elle pouvait pas bouger, quoi. Mais ça, ils l'ont pas mis là parce qu'elle allait crever, vous comprenez. La loi soit promulguée. Ces dernières années, nous avons rattrapé... En fait, tu mets des gens en soins palliatifs quand tu sais que parfois ils vont mourir. Parce que le soin palliatif, c'est un soin... C'est un endroit où tout est fait pour que ton pronostic vital... C'est là où ton pronostic vital est engagé. Donc c'est là qu'on met les gens dont on sait qu'ils vont potentiellement mourir. Mais ça veut pas dire que tous les gens qui y sont, on attend qu'ils meurent. Vous êtes bizarre. Et un peu du retard. Oui, c'est quand tu vas peut-être mourir, oui. Mais avec ce texte et la stratégie décennale en préparation, nous allons remettre les soins palliatifs au cœur de l'accompagnement. Pour les patients, ce sera une vraie révolution d'humanité et de fraternité en action. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au gouvernement Macron? En principe, il n'y a pas d'endroit où les gens vont assurément mourir à l'hôpital. Bah oui, vous imaginez. Personne n'aurait envie d'y aller. Enfin, imaginez que les soins palliatifs, c'était pour les gens qu'on attend qu'ils meurent. Mais vous croyez que les gens qu'on met là, ils vont être heureux? Enfin, ils vont juste sauter par la fenêtre, en fait. Ça ne fonctionne pas. En termes de santé publique, combien est-ce qu'ils vont coûter ces soins palliatifs? Qui c'est qui va les payer? Qui c'est qui va les pratiquer? Est-ce qu'on a encore des gens qui veulent travailler à l'hôpital public aujourd'hui? Rappelez-vous des manifestations des soignants il y a à peine 2 ans. Et dites-vous bien que depuis, la situation n'a fait que s'empirer. Juste de rentrer dans le métier, et, je vois des collègues épuisés, c'est les sous-effectifs, on arrive le matin et on nous dit finalement vous n'êtes pas 4 mais t'es toute seule. Le soir on te dit tu finis pas à 19 mais tu finis à 22. Je suis sur le terrain, je vois vraiment que c'est vraiment la merde, faut le dire clairement. En plus, si j'ai un cancer, je vais être euthanasié. Oui, bon, après dose, un cancer, ça dépend le cancer, ça dépend sa gravité. Globalement, c'est pas un moment facile à passer. Tu vas t'injecter des produits qui vont te faire vomir, tu vas être mal à l'aise dans ton corps, tu vas maigrir, tu vas perdre tes cheveux. Tu vas être pas bien, mais tu peux le survivre, hein, genre... Oser, quoi. De ça, il faut compter qu'aujourd'hui... Ça dépend le stade, quoi. On en est à 1 Français sur 4 qui renonce à des soins pour des raisons financières. Et je suis désolé, mais quand t'as le choix entre payer pour vivre ou mourir, et que t'as pas les moyens de payer, est-ce que si tu choisis de mourir, c'est un choix libre et éclairé? Ça se discute. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Marine, 26 ans, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer le traitement pour soulager ses migraines. Ces dernières ne l'étaient que par un médicament qui coûte près de 1 000 € par mois et est non remboursé par la sécurité sociale. Alors, avec l'aide de leur médecin, Marine et son conjoint ont tenté tous les recours possibles pour obtenir de l'aide. C'est bien la sécu quand même. Heureusement, la mutuelle comme l'assurance maladie ont refusé de prendre en charge le traitement. Mais c'est comme la PrEP et bon non, ça n'a rien à voir, mais au niveau du coût du médicament, vous saviez que la PrEP,
Ça coûte super cher. Je savais pas, moi. C'est hyper cher, je crois que c'est 200 balles. Dans l'article du Parisien qui relate cette histoire, on lit que 15 jours après cette réponse négative, Marine, écrasée par la douleur et sans doute, comme souvent dans ces situations, par la culpabilité d'être un poids pour ses proches, commet l'irréparable. Ce que subissait Marine et que vivent toutes les personnes souffrant d'une condition médicale, c'est une double peine. D'un côté, elles doivent gérer leurs conditions, et de l'autre, elles subissent la honte et la culpabilité de ne pas être en bonne santé et d'avoir besoin d'aide. Et ce sentiment de culpabilité, il faut pas le prendre à la légère, parce que, vous allez voir, il pousse vers l'aide médicale à mourir. Donc c'est peu publié, mais par exemple, si vous regardez l'Oregon aux États-Unis, ils ont publié les causes. Quelle est la raison pour laquelle la personne a eu le suicide assisté? La première raison, ce n'est pas les douleurs réfractaires. La première raison, 93%, c'est solitude, sentiment d'être un poids pour la société, pour ma famille. Les douleurs qui insuffisamment soulagées arrivent en 3e position. Putain, mais en fait, oui, c'est ça. Et puis l'extension, putain, envie de devenir foucaldienne, hein. L'extension de l'eugénisme libéral, c'est le biopouvoir de tes proches. Et le fait que c'est même plus le médecin qui se fait le relais de la proposition de fin de vie assistée. C'est les proches, et c'est le biopouvoir, c'est le discours inscrit de la société n'a pas besoin de toi, tu devrais t'en aller, quoi. Ouais. C'est la raison numéro 1 pour être euthanasié que de souffrir de solitude et d'avoir l'impression d'être un poids pour la société. Ça en dit long quand même. Qu'est-ce que la société dit à tous ces gens qui sont vulnérables, handicapés ou autres? Vous avez entendu, il a dit handicapés en plus de vulnérables. C'est dû au fait que la manière dont on traite les personnes handi, elle ressemble beaucoup à la manière dont on traite les malades condamnés. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les militants antivalidistes sont aussi vigilants sur ce qui se dit dans ce débat. Ils sont déjà sujets à la pression qui leur fait sentir qu'ils sont une charge pour les autres. Et ils craignent que si cette loi passe, cette pression, elle se fasse encore plus concrète. Moi, à ta place, je me tuerais. Il faut être bien malade ou handicapé pour s'entendre confier, sans l'ombre d'une gêne, cette candide incitation au suicide. Waouh. Et le fait qu'elle soit généralement camouflée derrière un compliment, « Je t'admire, tu es si courageuse », n'enlève en rien du cinglant de la claque. Dans cet article pour... Après, on m'a déjà dit ça juste parce que j'étais trans. Politis, la militante antivalidiste Céline Extenso nous expose de manière très crue comment la vie des personnes handi est perçue par ceux qui ne le sont pas, les valides, comme une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et cette perception, elle sort pas de nulle part. Selon Odile Morin, elle aussi militante antivalidiste, elle découle directement de notre société productiviste et capitaliste. Parce qu'une société productiviste place la valeur économique au-dessus de tout. La valeur de la vie elle-même est jaugée au regard de son utilité, de sa productivité, de sa rentabilité. Et comme les personnes handi sont considérées comme improductives, voire même comme une charge, comme un coût, leur vie n'a pas de valeur. Et il suffit de voir comment ça se passe au Canada pour comprendre comment la légalisation de l'aide médicale à mourir, conjuguée à cette vision de la vie, peut devenir une vraie menace pour les personnes malades ou handicapées. C'est en 2016 que l'aide médicale à mourir a été légalisée au Canada pour les personnes dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme, exactement comme on en discute aujourd'hui en France. Et puis en 2021, pour des raisons d'égalité d'accès à la mort assistée, les critères d'accessibilité sont devenus plus flous et plus extensibles, au point que les personnes physiquement handicapées ou atteintes d'une maladie chronique y sont devenues éligibles. Suite à quoi, en 1 an et demi seulement, les demandes d'aide à mourir ont bondi de 30%. Dans ce reportage de Global News, ainsi que dans un article du Guardian, on apprend que parmi ces 30% se trouvaient plusieurs personnes handicapées n'ayant plus les moyens de payer leur traitement. The countdown to Joni Cowie's death has begun. If you call the number on the government website, they will provide doctors that will sign off for you. Like many disabled Canadians, she is stuck in a cycle of poverty and despair. So she's planning to end her life with the government's help. They can have me dead in 90 days. Terrifiant. Like in my case, the problem is not really the disability. It is the poverty. Les Landry is in the same position, wanting to live, but seeing no other option than death. Oui, c'est horrible. On y est en fait, hein.
Et putain, mais la vidéo de Léo, elle est hyper importante. Il n'y a pas grand monde qui en parle, en fait. À part ce médecin et Léo. Et ce documentaire canadien. Les gens, c'est hyper important. La vidéo, elle est hyper importante parce qu'elle crée un tournant, en fait. Faut qu'on change complètement nos arguments, en fait, parce qu'on n'est pas formé sur la question. Nous, on a tendance à considérer que oh là là, c'est bien quand même la fin de vie, la souffrance, c'est bien, on devrait avoir le choix. Moi aussi, hein. Moi, j'ai un discours un peu bébête à la base où je suis en mode oui, le suicide est un peu un vitalisme, puisque finalement, souffrir, voilà, Deleuze qui en avait marre et qui s'est jeté par sa fenêtre parce qu'il ne respirait plus, quoi. Enfin, j'ai un peu ce discours-là, oui. Mais oui. Ouais. Non, mais ça, c'est parce que t'es un seumard, toi. Le problème, c'est que l'antivalidisme en France est pas structuré correctement. Ah oui, et donc on devrait pas voir cet argumentaire, en fait, ça le chien. Genre on devrait pas réfléchir à... Je comprends pas, en fait, ton avis. Pourquoi tu veux être contrarian? Genre, qu'est-ce que j'ai dit de bizarre? L'étard, hein. Can organize medical assistance in dying in approximately 2 weeks in a very organized and efficient manner. Yet it is so difficult to get my patients the social support that they need to live well. That is morally distressing. Ah oui, en plus, question, où est-ce que c'est structuré? Où est-ce que c'est structuré, en fait? Et même s'il est très difficile de savoir à quel point ces personnes sont nombreuses, il y a de quoi sérieusement s'inquiéter. Parce que le Canada ne va pas s'arrêter là. Le projet, c'est de continuer d'ouvrir la loi pour que les personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale puissent y accéder. Ça commence à faire beaucoup de monde qui, avec la bénédiction du gouvernement et de la population, vont pouvoir se suicider sans se rater. La situation est telle qu'en mars dernier, Atlantico titrait « Euthanasie et suicide assisté, l'effroyable dérive canadienne ». Dans cet article... C'est horrible, hein, parce que rappelle, le Canada, eux, ils sont dans un contexte où ça s'arrête pas de dire « oui, ça se wokise, le libéralisme, mais en fait, c'est dans la continuité de ça, quoi. Un pays ultra-libéral, avec des volontés libéralistes. Alors c'est bien, hein, ça donne des droits aux LGBT, mais c'est aussi une vision de ce qu'est l'utilité sociale. Hein. Atlantico, c'est pas de gauche en plus, donc si ça dit ça, ouais. Louis-André Richard, docteur en philosophie et spécialiste de l'éthique, nous explique que nous en sommes arrivés à penser que la vulnérabilité sous ses différentes formes nous éloigne de la dignité. Vous voyez cette manière de penser la dignité et la valeur d'une vie au regard de sa productivité? Eh ben, ça engendre de la violence structurelle. Alors, la violence structurelle, pour savoir ce que c'est dans le détail, Mais elle est sacrément maquillée, cette violence. Encourage à aller voir la vidéo qui s'appelle « La violence des hommes encore », parce que c'est littéralement son sujet. Mais pour rappel, la violence structurelle, c'est quand... Très belle miniature. Hein. Vraiment, j'aime trop la composition, là. L'espèce de triangle comme ça, le fait qu'il y ait une zone noire ici. Là, il y a Foucault qui se marie un petit peu avec la colorimétrie de... C'est vraiment pas mal. Et là, l'ajout d'une espèce de... Histoire de fermer la miniature, là, un peu plus d'ombre ici, là. Non, c'est moche. Ok. Tu l'as faite? Pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Encore, parce que c'est littéralement son sujet. Mais pour rappel, la violence structurelle, c'est quand l'organisation même de la société engendre des milliers de morts. Par exemple, des gens qui meurent de maladies qu'on pourrait soigner, mais ils n'ont pas les thunes pour accéder aux soins. C'est ça la violence structurelle. Personne ne sort les fusils, mais il y a des milliers de morts. Et la violence structurelle qui fait sentir aux personnes non productives qu'elles sont une charge, qu'elles sont un poids. Alors, les personnes non productives, c'est les personnes handicapées, les vieux, les malades, mais on pourrait pousser le raisonnement jusqu'aux chômeurs, aux... Ah oui, Isaïe, on le sait ça, enfin, évidemment, c'est tout le propos. Aux retraités, aux SDF. Eh bien, la violence structurelle qui leur fait sentir qu'ils sont une charge, vous l'avez compris, elle les pousse au suicide. Et jusqu'à présent... Ah oui, la vidéo est très bien, c'est même l'une des meilleures vidéos de Léo, en fait. Elle touche très, enfin, c'est très important. On était tous plus ou moins d'accord pour dire que si quelqu'un a envie de se tuer, on doit l'en empêcher. Pas lui dire tu veux mourir parce que tu es malade, tu ne trouves pas de travail et tu n'as pas de vie sociale car tu ne peux pas sortir de chez toi. Bah écoute,
c'est ton choix. Et d'ailleurs, sache que si tu choisis la mort, c'est remboursé par la sécurité sociale. Même plus besoin de perturber le trafic. À partir du moment où il y a une loi, toutes les personnes sont obligées de l'envisager. C'est-à-dire que la présence de la loi fait que chacun va être amené à se demander si ce serait mieux pour lui, pour ses proches, pour la société, qu'il fasse ce choix-là. Ce que nous dit Claire Fourcade, c'est qu'une loi, dans la société, c'est structurant. C'est même un des trucs les plus structurants. La loi façonne notre organisation sociale, mais du coup, et aussi, notre vision du monde, notre manière d'appréhender la valeur de la vie, de notre vie et de celle des autres. Donc avant de passer cette loi sur la fin de vie... La vidéo est broken, elle fait Rabadon premier item. Non! La vidéo a pris un seau noir au premier bac et l'a transformé en Medjay et en 15 minutes a déjà 25 stacks. Il faut qu'on se pose une question essentielle, à savoir, dans quelle société souhaitons-nous vivre? Dans une société solidaire, où le collectif prend la responsabilité de s'occuper de tout le monde et en fait une priorité, ou dans une société individualiste, dans laquelle chacun se déresponsabilise du choix et du sort des autres. Ce qui me paraît important, c'est que ce choix qu'on fait soit très clair. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux messages collectifs complètement différents envoyés par la société. Actuellement, on a un message collectif envoyé par la loi qui dit « Vous comptez pour nous, vous êtes important et quoi qu'il en coûte, on va vous soulager. » Et nous, on fait ce boulot-là au nom de toute la société. Et moi, souvent, je le dis aux patients. C'est parce que vous êtes important pour nous, et pas seulement nous, les soignants, mais parce que toute notre société a dit que c'était important qu'on mette ses moyens pour vous accompagner, qu'on est là auprès de vous. Si on envoie un message qui dit bah, « Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez, l'État est neutre, ça ne nous concerne pas », c'est un message qui est vraiment très différent en termes de collectif. Mettez-vous bien en tête que quand la structure sociale... En fait, c'est très déresponsabilisant pour la politique de Macron, quoi. Très déresponsabilisant. Sociale exerce une violence sociale, cette violence est intériorisée par la population qui finit par considérer qu'elle va de soi, qu'elle est normale, que c'est ok de laisser les malades se suicider. Et il est peut-être là tout l'enjeu qui se cache derrière ce projet de loi sur la fin de vie. Alors que toutes les structures qui tiennent nos valeurs... C'est très libéral, mais après, justement, c'est doublement libéral, parce que c'est libéral dans les deux sens du terme. Libéralisme au sens social anglo-saxon et libéralisme au sens économique. C'est les deux à la fois, vraiment, purement, quoi. Les valeurs de solidarité et d'égalité sont détruites par les politiques néolibérales de la Macronie. Est-ce qu'on veut vraiment aller encore plus loin? Est-ce qu'on veut vraiment enraciner dans la loi notre indifférence au sort des autres? Vous ressemblez un peu en vrai. Oui, c'est mon père. C'est mon père. Oui, le gouvernement nous vend des soins palliatifs qui iront avec la loi. Mais on sait très bien qu'ils vont manquer de moyens parce que de toute façon, l'hôpital et l'accompagnement des plus fragiles manquent de moyens. Et plutôt que de donner c'est lui le clown, oui, c'est lui. Un nouveau souffle de solidarité à notre société pour faire face à ce problème, on nous propose le droit de se suicider sans se rater. Alors bien sûr que ce droit sera une nouvelle liberté pour certains, et certainement un moyen d'échapper à la souffrance d'une maladie incurable pour d'autres. Bien sûr que maîtriser sa mort est important, en particulier pour ceux qui ont déjà maîtrisé leur vie. Mais pour les autres, pour ceux qui sont ballottés par les violences structurelles de notre société, est-ce que cette loi ne serait pas une nouvelle menace ? Une porte de sortie vers laquelle ils finiront par être poussés et qui s'avérera peut-être bien commode pour équilibrer les comptes sociaux ? Oui, mourir dans la dignité est important et cela devrait être un droit. C'est peut-être là que le maire il va trouver ses 10 milliards. Hein. Mais est-ce qu'avant de légiférer sur la mort digne, ce ne serait pas plus intéressant? Mais bon, ça serait un peu honteux de le dire en conférence, quoi. Surtout plus urgent de permettre à tout le monde d'accéder à la vie digne. Légaliser l'euthanasie, c'est suggérer que nos vies, parce qu'elles sont limitées physiquement et souvent douloureuses, sont un poids, inutile. Et nous refusons la légalisation. Perso, j'ai jamais compris digne. Ah bon? Qu'est-ce que tu comprends pas dans la dignité? D'un droit de mourir à la demande, parce qu'il finira par s'imposer à nous comme un devoir de mourir. Nous refusons une civilisation des forts, qui s'autorise à supprimer le fragile, le faible, le vulnérable, qui est la part la plus humaine de chacun d'entre nous. Nihilisme, c'est du nihilisme. Nous voulons être pris en compte et entendus au cours des débats concernant des lois dont nous serons les premières victimes. Nous voulons que soit respecté notre droit de vivre. Digne, c'est le contraire de l'humiliation? Ah, je dirais pas ça. Des fois, il faut avoir conscience de l'humiliation. Je pense que la dignité, c'est la reconnaissance et la conscience de sa propre valeur.
pense que c'est plus ça. Je connais pas la définition exacte, mais... De vivre jusqu'au bout à vos côtés. Euthanasie. Quand nous souffrons, rassurez-nous, soulagez-nous, retenez-nous. Tribune collective, 110 personnes handicapées, malades ou âgées s'opposent à la légalisation de l'euthanasie. Ok. Très 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 bonne vidéo, hein. Ah, je suis contente de l'avoir vue. Vraiment contente. Ça dit quoi dans les commentaires, tiens? Merci beaucoup pour cette vidéo. En tant que personne handicapée, ça fait du bien voir quelqu'un mettre les mots sur nos craintes. D'abord, on reconstruit le service public. Très bonne vidéo. J'ai qu'un seul mot à dire, Basé. C'est terrifiant, merci. Je rajoute un dernier com pour témoigner en plus des... Jamais j'ai pensé à ça comme ça. Ben oui, c'est le même effet. Moi aussi, la vidéo m'a aidé à réfléchir. Parce que je pouvais pas voir le problème, mais en fait, si, en fait, le problème, on aurait pu le voir, en fait. La connexion entre supprimer des lits, déliter le service public hospitalier et faire passer cette loi, on aurait pu le voir, en fait. Mais j'ai pas fait la connexion.